Salam alaikum, Azul, bonsoir. La propagande, un concept redoutable, un faisceau de méthodes et de techniques destinées à conditionner les foules, comme ils disent, pour leur faire admettre comme indiscutables, incontournables, les seuls vrais, des idées, des doctrines, des visions sociétales, des perceptions politiques, des mystifications de l'histoire. Et très souvent, les manipuler, ces foules, comme ils disent, en vue d'objectifs inavouables. Et que sans propagande, sans conditionnement des populations, aurait soulevé une forte opposition. En termes simples, la propagande sert à tromper la société, à la modeler en troupeau, à la transformer en masse grise, servile, obéissante, prête à croire tout ce qu'on lui fait ingurgiter, comme de lui faire admettre comme État vertueux, un régime prédateur, comme homme providentiel, une canaille sans scrupules et autres objectifs du genre qui se déclinent à l'infini. Les techniques et les méthodes pour obtenir un tel résultat sont tout aussi illimitées. Elles sont bien souvent combinées les unes aux autres, comme autant de cocktails psychologiques pour obtenir tel ou tel effet, ou un effet et son contraire. Mais elles doivent toutes être indécelables pour une plus grande efficacité. Elles procèdent toutes de la communication, comme on dit aujourd'hui, donc des médias et de tous les vecteurs susceptibles de pouvoir inséminer à la multitude des messages destinés à la conditionner. La propagande est tellement ciblée, tellement précise, méticuleuse, étudiée avec une extrême minutie pour obtenir les meilleurs effets qu'elle en est arrivée à être perçue par certains comme une science exacte. Les spécialistes qui la pratiquent, des communicants, comme on dit aujourd'hui, sont formés dans les universités, dans des spécialités très diverses, à un point où la propagande est passée du vocable un peu rébarbatif qui est le sien, à l'appellation particulièrement cynique de fabrique du consentement. Fabrique du consentement. La propagande a toujours existé, d'une façon ou d'une autre, de la plus primaire à celle qui ne se refuse aucun moyen. La religion, les ancrages culturels, les traditions, les clivages sociétaux et tout ce qui peut servir à hypnotiser les peuples, à les transformer en zombies qui vont où on leur suggère d'aller et d'adopter les attitudes qui leur sont inculquées. Le mot « propagandia » avait été inventé par le pape Grégoire XV en 1662, lors de la création d'une institution dont la mission consistait désormais à propager la foi aux quatre coins du monde. Mais l'usage de la religion pour soumettre et contrôler les populations était bien antérieur à l'invention du mot. La propagande allait ainsi devenir un outil particulièrement utile entre les mains des dominants qui allaient progressivement le développer et l'affiner jusqu'à en faire ce qu'il est aujourd'hui. Un puissant moyen de transformer les sociétés des hommes en masses informes qui prennent les couleurs qui leur sont données
et qui avance en troupeau. Beaucoup de gens pensent que celui qui avait inventé et mis en action les techniques modernes de la propagande était Joseph Goebbels, l'un des plus proches collaborateurs d'Adolf Hitler. En fait, celui qui allait donner à la propagande, à la fabrique du consentement, sa forme d'aujourd'hui, était plutôt Édouard Bernays, un publiciste de très haut vol qui allait ouvrir la voie à une forme très massive de conditionnement des sociétés et donc des peuples. Jugez-en, c'est lui qui a été à l'origine de cette affiche que nous allons voir maintenant. I want you for US Army. Je vous veux pour l'armée américaine. Une affiche dont il avait guidé la conception, qui avait été dessinée par James Montgomery Flagg en 1917. C'est Édouard Bernays qui inventa la formule « la fabrique du consentement ». Le président Wilson voulait alors faire entrer son pays dans la Première Guerre mondiale. Mais le peuple américain était très pacifiste en ces temps-là. Il était très hostile à une déclaration de guerre. Alors, Bernays donna certains détails au dessinateur Flagg pour la réalisation de cette affiche, où on voit l'oncle Sam, qui incarnait l'identité américaine, dire aux Américains qu'il avait besoin d'eux pour l'armée américaine. Le dessin contient des aspects subliminaux très intenses. Chaque Américain se sentait personnellement concerné, puisque l'oncle Sam le regardait personnellement dans les yeux, comme s'il ne s'adressait qu'à lui, et seulement à lui. L'engouement fut tel que l'armée américaine fut débordée et elle dut refuser des engagements. Son autre exploit, M. Bernays, a été celui d'un changement majeur et massif du petit déjeuner américain. Il avait été sollicité, M. Bernays, par des industriels alimentaires qui possédaient des chaînes de production de bacon, du lard fumé, et de poulaillers industriels qui produisaient des œufs. Il conçut des spots publicitaires ravageurs qui changèrent en profondeur et en quelques semaines seulement les habitudes américaines de tous les Américains. Tous les Américains ont adopté le nouveau menu et les industriels qui avaient lancé la campagne ont engrangé des milliards de dollars. Sauf que c'est à partir de ce moment que le taux de mortalité explosa, puisque les Américains devinrent les populations les plus obèses de la planète. Une autre de ces spectaculaires campagnes publicitaires, M. Bernays, a marqué l'histoire de la propagande. La société de tabac Chesterfield cherchait à augmenter son chiffre d'affaires. Bernays étudia le marché et il constata, malheureusement pour lui, qu'il n'était presque pas possible d'augmenter de façon majeure la consommation de tabac. Le tabac était alors à la mode et tous ceux qui pouvaient être convaincus de se mettre au tabac fumaient déjà. C'est alors qu'il remarqua que seules les femmes ne fumaient pas dans la société américaine. Quasiment la moitié des Américains et donc la moitié des consommateurs potentiels. En ces temps-là, c'était très mal vu qu'une femme fume. Elle était perçue comme une femme de mauvaise vie. Il développa alors toute une subtile propagande associant les femmes qui fument à une image de liberté et d'émancipation.
Il fit appel à des femmes très connues dans la société, des vedettes du cinéma, du sport, de la culture, et il les fit voir dans des spots en train de fumer. Leurs cigarettes avaient été baptisées les torches de la liberté. Ce fut alors la ruée des femmes dans les bureaux de vote en l'espace de quelques mois seulement. L'industrie du tabac réalisa des records jamais imaginés en termes de chiffre d'affaires. Mais là aussi, il y eut l'autre face de la médaille. Les cas de cancer et autres maladies explosèrent. L'humanité venait d'entrer dans une soumission absolue au système de fabrication du consentement, comme l'avait baptisé Bernays. On lui faisait faire à l'humanité et on la faisait consommer ce qu'on voulait désormais. Et les mêmes méthodes publicitaires étaient utilisées en politique pour asservir les peuples et les canaliser. En Algérie, nous sommes dans le même schéma, même si les procédés et les méthodes restent très sommaires, très grossiers. Mais les objectifs sont les mêmes. Conditionner le peuple algérien et le préparer à de très sombres perspectives. Cette campagne, qui avait commencé de façon improvisée de Gaït Saleh, est dans une phase d'intensification. L'état de santé de Tebboune, qui semble être au plus mal et qui pourrait ouvrir des perspectives de présidentielle anticipée, va nécessiter un plus grand recours à une propagande principalement fondée sur les peurs qui seront ravivées, attisées, et sur les divisions qui seront exacerbées. يما كتري من داوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش. Algérie, la propagande et l'imposture. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi Iskandar Debech, militant des droits de l'homme. Iskandar, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Hassan Hayresh, analyste politique. Hassan, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et bonsoir à Iskandar et à notre ami aussi. Hassan Mouali, qui va nous rejoindre dans un petit moment. Hassan Mouali, le journaliste. Et les téléspectateurs. Bien évidemment. Que nous vous remercions pour leur attention. Voilà. Ben, mes chers amis, en Algérie en ce moment, ils nous ont tellement habitués à toutes les absurdités possibles et imaginables que les gens ne s'étonnent même pas que le président qui leur a été imposé par la junte, qui est sorti d'une casquette militaire, est absent depuis presque 90 jours du pays. Il a fait juste une brève réapparition, le temps de signer la loi de finances et la promulgation de la nouvelle constitution, et pour repartir. Et des nouvelles les plus affolantes, les plus mauvaises circulent sur son état de santé. Il semblerait qu'il soit au plus mal. Mais allez sur le site de la présidence ou sur le compte Twitter, il n'y a rien, aucune information, aucun état des lieux, rien. Absolument. On ne sait rien. Mais dans le même temps,
Pourquoi on dit la propagande et l'imposture? Ça veut dire, pendant que l'imposture la fait rage à chaque fois, depuis le début du Hirak d'ailleurs, la propagande fait rage aussi, puisqu'ils font feu de tout bois, en essayant de disséminer de plus en plus les peurs. Tous les jours, il y a des groupes terroristes dont on nous parle, dont on nous dit qu'ils ont été arrêtés. Il y a même des terroristes qui sont montés au Maquis en 2018-2019. Et probablement qui sont déjà morts au moins une fois ou deux. Ou deux, comme le fameux terroriste de Tamarast, Oui, voilà. qui est mort à répétition. Voilà. Et dans le même temps, ils sont en train d'user de la propagande pour diviser les Algériens. Ils ne se disent même pas que cela pourrait se révéler très dangereux pour l'avenir du pays. La crise économique arrivant à grands pas, ça pourrait dégénérer très gravement. Mais ils sont dans ça. Alors, mes chers amis. Jamal, vous savez, la propagande est une arme de gouvernance et de domination surtout. Oui. Ça a été évoqué d'ailleurs, par Machiavel, disait à ce propos, marteler le mensonge, il prendra les contours de la vérité. Dans Le Prince, notamment. Vous savez, nous sommes dans un pays où on a failli nous faire avaler que Bouteflika était l'envoyé de Dieu. Au point où on entendait un micro au cadre. Au point où on entendait un micro Vous au vous rappelez cadre. de cette image? Oui. On l'avait ici, puis on lui a tendu le micro. Ben oui, on s'attendait tous à ce qu'il s'anime. Ouais. Voilà. Donc la propagande, vous savez, depuis Goebbels, c'est devenu bien avant, depuis Bernays. Oui, c'est ça. Oui. Parce que Bernays, il a réussi des exploits absolument incroyables. Absolument. Il a montré le chemin. Absolument. Et lui, il est venu bien avant Goebbels. Encore que il est Bernays, venu. lui, il était plutôt persuasif. Il utilisait comment plutôt la persuasion. Il a réussi à changer le petit déjeuner des Américains, qui sont passés Absolument. du café crème, du café tout court, au Egg and Bacons, qui a fait gagner des dizaines de milliards de dollars à l'époque. Un milliard de dollars, c'était quelque chose. Aux grands industriels alimentaires du lait et du lard fumé. Il y a en ce moment un documentaire qui passe régulièrement sur Histoire, sur la chaîne Histoire, où une jeune femme russe qui parlait de l'époque soviétique, elle disait « Tout à coup, je me suis retrouvée ennemie des Français, ennemie des Européens, les Chinois étaient des ennemis, les Américains étaient des ennemis, etc. » Elle disait « Je m'étais retrouvée ennemie de tout le monde. » Et le pire, c'est qu'elle en était persuadée. Elle avait réussi à s'imprégner de l'idée que c'était de vrais ennemis. Parce que c'était le travail de la propagande. Le travail de la propagande. Pour voir à quel point l'arme de la propagande est dangereuse, est excessivement dangereuse. Ça veut dire c'est comme avec Bernays. Il a réussi, par exemple, à changer le petit déjeuner des Américains et à enrichir les industriels de l'alimentaire. Oui. Et dans le même temps, les Américains sont devenus, du jour au lendemain, des obèses. Les plus grands obèses de la planète. Oui, les plus grands Il a réussi à faire fumer les femmes américaines qui jusque-là ne fumaient pas. C'était un tabou. Une femme américaine ne fumait pas. Et lui, pour faire gagner de l'argent à Chesterfield et aux autres compagnies, il a développé des spots, les fameuses torches de la liberté. Et du jour au lendemain, quasiment, c'était rédhibitoire pour les femmes de ne pas fumer. De toute façon, je pense que la propagande, comme vous l'avez d'ailleurs signalé dans votre éditorial que j'ai apprécié beaucoup, d'abord, il y a le volet militaire. Ça a commencé essentiellement par l'armée. Oui. Bon, la propagande moderne, vous l'avez située vous-même vers la Première Guerre mondiale. Voilà. Mais la propagande militaire existait déjà depuis toujours. Hein, bien sûr. Au moins depuis Louis XIV, mais bien avant en réalité. D'ailleurs, Skandar, tu rappelles effectivement Le Prince de Machiavel. Absolument. Donc c'est vraiment de l'histoire très ancienne. L'action psychologique existait déjà. C'est ça, l'action psychologique militaire, donc pour enrôler le maximum, on voyait la chair à canon
vers les fronts, évidemment. Et puis, dans la propagande moderne, c'est rajouter la consommation, comme vous êtes en train de le dire, et que nous vivons toujours aujourd'hui. Oui, oui. Donc on peut changer effectivement les mœurs, les habitudes, les us et coutumes d'un peuple avec la propagande. Oui, oui. On peut le rendre agressif, on peut le rendre boulimique, on peut le rendre militariste, on peut le rendre effectivement ennemi de tous ses voisins, ainsi de suite. Et la propagande commerciale qui s'appelle la publicité, pareil. Oui, c'est ce on que peut je disais, la on peut consommation. changer des modes, Mais- passer d'une mode à son inverse. Bah, c'est- C'est-à-dire pantalon pas d'éléphant, puis on change pantalon taille basse au point aussi à mi-fesse, pantalon déchiré. Tout à fait. C'est comme si les publicistes s'amusaient à réaliser des choses incroyables. Il va dire, tu vas voir, je vais leur faire porter une paire de chaussures dans chaque pied de couleurs différentes. Moi, quand j'étais en deuxième année de sciences économiques, j'ai appris que le capitalisme européen, donc français et européen, occidental, il a pénétré l'Afrique profonde par la baguette de pain. baguette de pain. Parce qu'effectivement, ces pays-là ne produisaient pas connaissaient de blé. pas le pain. Ne produisaient pas Oui. de blé. Oui, oui. Ils vivaient de riz, de légumes, etc., de leur culture vivrière. Et donc, on a fait toute une propagande pour la baguette de pain. Et donc, effectivement, les Africains habitudes, ont commencé à prendre cette habitude-là. Et il fallait ensuite produire pour l'exportation de façon à importer du blé pour fabriquer la baguette. Et donc, c'est ainsi qu'ils sont rentrés dans l'engrenage d'une économie tournée vers l'extérieur. Comment Et donc- l'humanité fait-elle pour se laisser faire à ce point? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de dynamique révolutionnaire contre cet état de fait? Pourquoi les peuples ne se battent-ils pas pour ne plus être menés en troupeau bêlant? Pourquoi se bat-on contre tout? Contre l'absence de liberté, là, contre l'oppression, contre... Pourquoi ne se bat-on pas pour mettre fin à la propagande commerciale, à la propagande La tout réponse, court? elle est simple. Hein. C'est que ceux qui sont dans cette propagande-là officielle ont 1000 fois, 2000 fois, 1 million de fois plus de moyens que ceux qui se battent contre eux. Parce que ce n'est pas faute, justement, d'avoir été vigilant pour ces peuples, etc. Il y a toujours eu des guides qui ont averti, qui ont été vraiment à l'avant de leur peuple pour leur dire attention, qu'est-ce qu'on est en train de nous faire. Gandhi, rien que Gandhi, par exemple, quand il est venu... La grève du sel, par exemple. Absolument. Oui. Gandhi, il a tout fait. Bon, il a quand même réussi sur un certain nombre de points, parce que c'était Gandhi... Pas la grève, la marche du sel. La marche, oui. La pardon, marche. oui. Et puis aussi l'utilisation, je ne sais pas comment on l'appelle... Du rouet pour la filer sa laine. laine. Voilà, pour Oui. concurrencer l'industrie textile britannique. À l'époque. Et ça a fait... qui a envahi les marchés indiens. Et donc, avec rien du tout, il a quand même réussi à contrer la plus grande puissance de l'époque. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Les gens ne se battent plus. Mais c'était aussi Gandhi. Il y avait une aura, certaine un aura, charisme. oui, il y avait un charisme, Il avait, absolument. voilà. Donc, mais ce n'est pas toujours possible. Il y a beaucoup de gens qui se battent. Pierre Rabhi, oui, ici oui. Pour en une vie France. modeste, pour une vie Absolument, sobre. qui se bat justement Oui. contre la société de consommation. Absolument. tout ça. Mais bon, qui écoute... Qui fait des Pierre- ravages, cette consommation, qui fait des ravages. Oui. Aujourd'hui, des gens qui changent leur écran plat chaque année, alors que normalement, une télévision est conçue pour rester 20 ans. Oui, bien sûr. Moi, quand j'étais jeune, la télévision de ma famille, ça a pris plus de 20 ans. Oui, c'est d'ailleurs, incroyable. tous les outils qu'on a à la On les maison- réparait, on ne les changeait pas. Oui, c'est ça. Les cuisinières, les réfrigérateurs, etc., ils ont une vie maintenant de 5 ans en moyenne. Le producteur s'arrange pour que ça tombe en panne. On programme l'obsolescence Exactement. des objets. Et ça coûte plus cher de la réparer que d'acheter une nouvelle. Absolument. Donc les gens Voilà, donc, n'ont pas le choix. C'est D'ailleurs, incroyable. on n'a qu'à voir les automobiles. Il y a de moins en moins de tauliers. Oui.
parce que bon, une porte un peu défoncée, on la change, quand on change carrément la porte. Voilà, où on envoie la voiture. Et en termes politiques, par exemple en Argentine, quand vous y étiez, est-ce que les régimes d'Amérique du Sud, de l'Amérique latine, usaient de propagande, justement comme c'est le cas chez nous en Algérie en ce moment? Ils ont sévi, surtout celle de l'ennemi intérieur, absolument. de l'ennemi extérieur. Ils ont sévi à l'époque, c'est-à-dire en tentant de diaboliser les... En fait, vous savez, le principal ennemi des dictatures latino-américaines, enfin sud-américaines, c'était les communistes, bien sûr, puisqu'ils étaient engagés justement dans la lutte de soi-disant du monde, soi-disant libre à l'époque, disait, dans la lutte du monde libre contre le communisme. Donc là, ils étaient véritablement engagés. Bien sûr, il y avait les lobbyistes américains qui étaient là, qui ont toujours été là derrière. Et leur principale tâche a été justement de diaboliser ces communistes. Sauf qu'ils ont compté... Ils ont négligé un aspect de la vie sud-américaine, de l'état d'esprit latino-américain, c'est leur capacité à résister à tout cela, à résister, surtout quand un avis vient des Américains. Vous savez, les Américains sont très impopulaires en Amérique. Le diable. Oui. C'est le diable. D'ailleurs, je ne sais pas qui disait... À juste titre. Hein. Oui, à juste titre. Il disait, ils ont fomenté des coups d'État. Oui, c'est le président Porfirio Díaz du Mexique qui disait « Nous sommes si loin de Dieu et si près des USA, des États-Unis. » Oui. Voilà. Donc, et en plus de ça, ils ont une arme. Les Sud-Américains ont une arme pratiquement infaillible. C'est leur tendance à fédéraliser leur lutte. Ça a commencé depuis Tupac Amaru, qui était un chef autochtone du temps des conquistadors et qui a réussi à fédérer les tribus sud-américaines, les tribus autochtones sud-américaines contre les conquistadors. Les envahisseurs espagnols. Absolument, contre les envahisseurs espagnols qui étaient inhumains envers eux. Ah oui. La vie d'un autochtone sud-américain ne valait rien du tout pour un conquistador. Et ensuite, ça a continué avec Simon Bolivar. Simon Bolivar pour se débarrasser de la domination espagnole, justement, qui avait poussé pratiquement la plupart. C'est-à-dire qu'il y a eu une réaction en chaîne. Le reflux des populations originelles indiennes vers les endroits les plus inhabités, les plus pauvres, les plus stériles. Et ça a continué, c'est justement cette tendance au fédéralisme, cet esprit fédéraliste a continué avec le Che. Oui. Avec le Che, d'ailleurs, qui s'est approprié justement l'identité autochtone sud-américaine, parce que Che, c'est quoi? Ça vient de l'appellation Mapuche. En fait, Mapuche, ça veut dire quoi? Ça veut dire un membre de la population Mapu, c'est le peuple Mapu. Et Che, ça veut dire... Che, c'est le compagnon, c'est le camarade. D'accord. Le camarade Mapu. Donc, pour ne pas dire... C'est-à-dire, on peut dire... El compañero Guevara, mais il préférait dire El Che Guevara. Che Guevara, ça fait plus autochtone. Oui, mais la propagande telle que déclinée à ce moment-là, par exemple, je vais vous donner un exemple. Du temps d'Allende, il y avait, comme dans tous les pays socialistes de cette époque-là, l'économie dirigée, il y avait beaucoup de pénuries. Et donc, quelques jours avant la mort d'Allende, il y avait une pénurie de poulets. Il n'y avait presque plus de poulets. Pardon, oui. Alors, juste après le coup d'État, l'Amérique avait fait un pont aérien pour alimenter la capitale du Chili de poulets de chair. Et il y avait du poulet partout. Sauf que quelques jours plus tard, la ville puait parce que personne n'avait d'argent pour l'acheter. Absolument. Oui. Mais pour vous dire un peu les techniques et les méthodes... Justement, au Chili, avant le coup d'État contre le président Allende, l'extrême droite, les partis concernés, c'est-à-dire les partis putschistes, avaient organisé, et l'extrême droite justement chilienne, ils avaient organisé une grève des transports routiers. Ils avaient organisé une grève des transports routiers pour créer justement la pénurie.
au fin de créer la pénurie. Oui. Justement, c'est là qu'il y a eu le début des marches avec les casseroles, etc. Vous savez, c'est dans les us sud-américaines de sortir avec des casseroles et de taper Comme dans nous les avec le casseroles. mares. Voilà, absolument. Mais avec les- Voilà. Mais les casseroles, justement, c'est pour montrer que... Pour faire du bruit, faire on du est là. bruit, mais surtout pour dire, voilà, on est là parce qu'à cause de la famine qui sévissait à l'époque. Il n'y avait rien dans les... Et c'est ce qu'on fait actuellement, ce que font les Américains au Venezuela. C'est ce que sont en train d'organiser les Américains au Venezuela, pour faire croire à une situation de pénurie au Venezuela, alors qu'il n'en est rien. Vous savez... Comment il n'en est rien, le Venezuela est au plus mal économiquement, il s'est effondré. Ça, c'est de la C'est une propagande. faillite. Ça, c'est de la propagande on a vu, américaine. Vous savez, on traite Maduro de dictateur. Vous savez, actuellement... Non, sans rentrer dans le côté politique. Mais au Venezuela, c'est une faillite économique. Non, ce n'est pas une faillite Il y économique. Il y a quand même des millions Il y a des millions de gens qui n'arrivent même pas à trouver de quoi manger. C'est ce que dit la propagande Non, c'est américaine pas ce que dit la et propagande, c'est européenne. vrai. Non, vous n'allez quand même pas... Là, au Venezuela, tout le monde sait, il y a des images qui circulent tout le temps, qu'il y a des pénuries alimentaires immenses, que des chaînes, des files d'attente de 2 km... Ça, c'est la presse mainstream qui dit ça. Au Venezuela, ça se passe bien? Ça se passe le plus correctement du monde. Alors vous nous l'apprenez. Je vais vous le dire une chose, parce que je suis en contact sur Facebook avec des Sud-Américains et notamment avec des Vénézuéliens, parce que j'aime bien m'informer de ce qui se passe. D'accord. Vous savez, aujourd'hui, il n'est pas difficile de passer pour un dictateur. Vous avez du pétrole. Vous dites non à la France et aux États-Unis, automatiquement, non, mais on ne parle pas de cet aspect des choses. Un dictateur. Non, on ne parle pas de cet aspect des choses. Sur le plan Venezuela, est-ce qu'il y a réellement une crise économique? Il y a pas de par millions. Il y a des réfugiés par millions qui vont dans les pays limitrophes. Ça, c'est la presse mainstream qui le dit. Mais ce n'est pas la presse, il y a des images. Il n'est pas difficile de monter des images. Attendez, on est dans l'audiovisuel, Jamal. Skander, on aurait vu des millions de gens contre le pseudo-président là, qui a été reconnu par les Américains. On les aurait vus dans la rue. Oui. Quel pseudo-américain? Le député, là, comme je sais pas. Juan Guaido. Oui, Juan Guaido. C'est un trafiquant de drogue. Mais justement, oui, mais, on aurait vu des millions de Vénézuéliens le balayer d'un seul coup. Mais en tout cas, vous bien. nous apprenez, c'est votre responsabilité, Skander Debech, qu'au Venezuela, il n'y a pas de crise économique. Il n'y a aucun problème. Ça se passe très bien, il n'y a aucun problème. D'autant plus que c'est un pays d'Amérique latine, c'est un pays agricole, le Venezuela. Dire qu'il y a une pénurie ou de la famine. Une fois, vous savez ce qu'ils ont raconté? Ils ont raconté que les Vénézuéliens à Caracas, ils avaient tellement faim qu'ils ont sacrifié les animaux du parc zoologique. Et il n'y a pas de réfugiés vénézuéliens dans les pays limitrophes? C'est faux. Et l'aide qu'octroyait le Venezuela à Cuba, elle continue? Non. Elle ne continue je ne sais pas. Parce que Cuba dépendait quand même. Je présume qu'elle ne continue pas. Ben voilà, c'est ça. Je ne sais pas. Mais je crois qu'ils les fournissent en pétrole et en carburant. C'est fini, ça. Non, ça continue avec Cuba. Vous avez éveillé notre curiosité sur ce studio. On va aller se renseigner. On va se renseigner. Y compris sur la télévision russe. Vous savez, sur les réseaux sociaux, dès qu'on aborde le sujet, le thème du Venezuela, moi je donne mon avis. Et là, j'ai toute une nuée de personnes, même des Vénézuéliens. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que ce sont des Vénézuéliens blancs qui ont fui le Venezuela pour s'implanter en Europe. Moi, ce dont j'ai peur, juste une phrase, ce dont j'ai peur, c'est que les propagandistes algériens, les Belhimer et compagnie, ils nous disent que le mal algérien, c'est faux, c'est les ONG étrangères. Ils sont déjà en train de le faire. On va en parler, justement. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de prisonniers politiques, les machins, Absolument. etc. Tout ça, c'est la propagande étrangère, française, machin. Vous nous y amenez, Hassan Hirsch. Vous nous y amenez, c'est exactement ça. En Algérie, parmi ces méthodes propagandistes, ils sont en train de nier les évidences. Belhimer qui dit qu'il n'y a pas de détenu d'opinion, il n'y a pas de journaliste qui a été incarcéré pour l'exercice de sa profession. Le patron des droits de l'homme du régime, comment il s'appelle, le Zahari,
Oui. qui nous dit non, 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 il n'y a jamais de détenus d'opinion en Algérie, ça n'existe pas. Oui, mais D'autres qui vous disent c'est pas vrai, le chômage à 40-50%, c'est faux. Notre chômage est à 12%. Ça veut dire c'est Mais contre Djamel, l'évidence. nous avons tort, on aurait tort de comparer le Venezuela à l'Algérie. C'est incomparable. C'est pratiquement quelque chose d'incomparable. Ça n'a rien à voir. Mais on va passer, parce qu'on ne va pas faire une émission sur le Venezuela, Oui. mais nous prenons note que vous nous avez Voilà, dit qu'il ne se passe absolument rien au Venezuela, qu'il n'y a pas de pénurie. C'est que de la tout ça, diabolisation. C'est de mais la pour ce qui est de diabolisation. la propagande en Algérie, moi, ce qui m'effraie le plus, et que j'aimerais vous entendre nous expliquer un peu, c'est ces deux étalons de la propagande qui sont l'agitation des peurs et le fait d'attiser, d'aviver tout sentiment de discorde entre les populations, les régions, j'allais dire les ethnies, si tant est qu'on peut dire ça comme ça, mais ils sont en train d'aller très loin. Oui. Alors ? D'abord, il faut rappeler aux Algériens que nous sommes dans une démocratie populaire. C'est République algérienne démocratique et populaire. Un pléonasme, en fait. Voilà. Parce que République et démocratique. Voilà. Et... Les démocraties populaires, ce sont des pays ou dictatoriaux ou fortement autoritaires. L'histoire contemporaine. En tout l'a cas, montré, certainement pas démocratique. Certainement aucun. D'accord. Aucun. Pourquoi on dit alors démocratie populaire ? Justement, c'est juste l'appellation. C'est parce qu'il n'y a pas. Vous savez, quand c'est comme les valeurs, quelqu'un qui dit toujours solidarité, solidarité. Si vous lui posez la question, tiens, concrètement, vous avez donné quoi à qui, quand voilà, il n'y a rien du tout. Que des mots. Voilà, c'est-à-dire c'est quelque chose qui manque. Donc on met démocratique et populaire parce qu'elle n'est ni démocratique ni populaire. Parce que si elle était démocratique et populaire, on n'aurait pas besoin de le mettre. On aurait mis République algérienne. On n'aurait pas point autant final. insisté. Voilà. Martelé. Donc déjà un premier changement à faire, c'est celui-là. C'est le changement de la dénomination de ce pays. République algérienne. République algérienne. Quand ce sera une république. Point final. Voilà, quand ce sera une république. Donc, nous sommes dans un système de démocratie populaire, c'est-à-dire un système autoritaire, dictatorial, uniciste, propagandiste. Et nous avons vu là, ces derniers jours, peut-être ces dernières 48 heures, comment des gens comme Walid Nekish ou comme Rachid Nekaz ont été traités de façon totalement inhumaine. Absolument. Cela me rappelle véritablement comment les colons, dès le 19e siècle, ont traité les Algériens. C'est-à-dire comme des sous-hommes. C'est-à-dire comme des gens auxquels on pouvait couper les têtes, qu'on pouvait torturer, dont on pouvait abuser, dont on pouvait prendre les femmes, dont on pouvait prendre les enfants, etc. etc. Et l'héritage colonial de l'Algérie tarde à être complètement balayé. Nous sommes encore dans l'héritage colonial d'un point de vue du pouvoir algérien. C'est les mêmes méthodes, M. Benchenouf. Je n'ai rien à vous apprendre à vous là-dessus. Mais il faut qu'on rappelle toujours aux téléspectateurs que nous ne sommes pas dans le 5e mandat de Bouteflika. Nous sommes dans le mandat du général Chal. Nous sommes dans la reproduction d'un système oppresseur. Absolument. Oui, le maréchal Beauprêtre qui donnait des primes pour dire ramenez-moi par tête de coupé, par tête d'Algérien coupé. Ce n'est pas de tête de résistant, de tête d'Algérien coupé. Vous savez, M. Benchenouf, moi je me souviens, j'avais 6 ans. J'avais 6 ans. Il y a eu une embuscade de l'ALN contre un lieutenant de la SAS. C'est de bonne guerre. Il y a eu donc c'est des militaires de l'ALN contre des militaires français. Donc le Gérard Jacotte a été tué. D'ailleurs, sa femme n'a pas été... On n'a pas touché à un cheveu de sa femme, qui était avec lui en compagnie de ce lieutenant-là. Elle est partie à pied jusqu'au centre, rejoindre la caserne, mais personne ne l'a jamais touchée. Mais bon, suite
à cette mort donc, de ce lieutenant, Gérard Jacotte, donc en 1956, eh bien, vous savez, dans les 72 heures, il y avait des dizaines de jeunes hommes qui ont été exécutés sommairement. On pense, les chiffres que j'ai, c'est entre 70 et 80 hommes qui ont été assassinés le lendemain et les jours suivants de façon sommaire. Et d'un point de vue politique, d'un point de vue psychologique, l'État algérien, ceux qui nous gouvernent, sont encore dans cette culture-là de donner l'exemple par la répression. De broyer les Algériens carnage. par tous les moyens. C'est pour ça qu'il y a eu des assassinats politiques, c'est pour ça qu'il y a eu la guerre, les carnages de 90 à 2002, c'est pour ça qu'il y a eu les 127 jeunes qui ont été assassinés dans le dos à Tizi Ouzou, c'est pour ça qu'il y a eu des assassinats ciblés, des Khider, des Karim Belkacem, des Medghari, etc., etc. Donc, tant que ce système dure, nous sommes encore aujourd'hui sous un système exactement colonialiste, comme le disait Hossein Ait Ahmed, le grand Hossein Ait Ahmed, qui parlait du néocolonialisme pour parler de l'Algérie post-indépendante. Alors, vous voulez dire quelque chose, Skandar? Oui, justement. Parce que Hassan Mouali vient de nous rejoindre. Oui, j'aimerais abonder dans le sens de notre ami Hirsch, pour dire que, vous savez ce que c'est que la finalité de la torture? La torture revient, l'acte de torture revient à nier à une personne humaine, lui nier sa qualité d'individu. C'est-à-dire que... D'homme, sa qualité d'homme, d'humain. Oui. Sa qualité d'humain, oui. C'est ça. Tout son aspect humain. C'est-à-dire, cela revient à nier que cette personne ait pu exister, qu'elle ait pu faire des études, qu'elle ait pu travailler, qu'elle ait pu bâtir quelque chose. Elle n'existe plus. En tant que personne humaine, elle n'existe plus. Elle est ravalée au rang d'animal. Voilà ce que c'est que la torture. Et pire encore, quand c'est un acte de viol. Peut-être que dans un acte de torture, c'est-à-dire on vous cherche à faire parler quelqu'un, on le torture, c'est-à-dire pour le faire parler, pour obtenir un renseignement. Mais l'acte de viol est gratuit. Il est gratuit. Et donc vous faites allusion à l'affaire Walid. Absolument. Et là, c'est pour casser la personne. Casser la personnalité d'un individu. Et en même temps, dissuader les autres. Et j'espère parce que ça se fait généralement en présence des autres détenus. Skandar, j'espère qu'un jour, les jeunes appelés algériens vont parler. Parce que beaucoup m'ont parlé de ce genre de pratiques qui ont été imposées à des jeunes appelés. Et j'espère que un jour, ce tabou-là va aussi sauter. Mais absolument, parce que le cas de Nrish, ce n'est que ce que nous avons vu, ce dont qu'il on a parlé, déclaré lui-même. Ce qu'il a déclaré lui-même. Maintenant, les cas de prisonniers politiques, parce qu'il faut les appeler par leur nom, qui n'ont pas osé parler de cela, cette pratique. Il y a tous ceux qui n'ont pas osé parler. Et nous allons voir recevoir Hassan Mouali. Hassan, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir Jamal, bonsoir à vos invités. Bonsoir, merci Hassan. Bonsoir Hassan. Alors Hassan, le titre de l'émission, c'est Algérie, la propagande et l'imposture. Nous ne sommes que dans ça, en fait. Propagande pour bourrer le mou des Algériens, comme on dit, le mou étant le cerveau, hein. Bourrer le mou des Algériens, dans le même temps que des faits sont travestis d'une façon qui ne peut s'appeler que de l'imposture. Vous vous rappelez de Tebboune quand il a déclaré avoir été le président le mieux élu de l'histoire algérienne, alors que c'était le président le plus mal élu, la fraude la plus massive, dans un climat de boycott massif jamais observé. Ils sont dans ça, et que dans ça. Mais surtout, et j'en aurais fini, Hassan Mouali, pour vous laisser la parole, ce que je disais à Hassan Hirsch il y a un moment, surtout que dans cette propagande, ils sont en train de recourir à deux techniques, deux méthodes particulièrement inquiétantes, qui sont ceux de l'agitation des peurs,
puisqu'ils ont reconvoqué le terrorisme, et dans le même temps, ils sont toujours dans la division des Algériens, en les montant les uns contre les autres pour empêcher toute reprise du Hirak. Et je vous laisse vous exprimer, Hassan. Ben écoute, si j'ai bien compris, voilà, c'est par rapport à tout ce qui se passe ces derniers temps. Donc, il y a le premier élément, c'est l'absence du président Tebboune. Oui, nous allons parler. Oui, il nous avait parlé de quelques jours, Berat Ayam, et finalement, là, aujourd'hui, on est au 22e jour. On attaque la 4e semaine. C'est un peu comme la première fois. Puis, malheureusement, on revit encore le cauchemar de Bouteflika. En attendant une hypothétique vidéo sur Twitter ou sur Instagram, cette fois peut-être. Donc c'est lamentable maintenant que lui, qu'il ait dit qu'il est le président le mieux élu. Bon, ça n'engage que lui. Bon, moi j'ai envie de rire quand j'entends cela, quand on est élu, alors que des Algériens étaient pratiquement en dissidence politique. Donc voilà. Mais quand vous dites ça n'engage que lui, Hassan, il semble que ce ne soit pas le cas. Il semble que le cas de Tebboune n'est pas géré par Tebboune, mais par d'autres centres dont on devine très bien qu'ils sont au commandement de l'armée. Mais on nous dit, ce sont des rumeurs persistantes, mais qui semble se confirmer que M. Tebboune est en ce moment dans une situation de santé très, très inquiétante. Je ne veux pas donner de détails qui me sont parvenus, mais il semble qu'il soit dans un état très alarmant. Écoute, Jamal, moi aussi j'ai eu vent de ces rumeurs à propos de l'état de santé de Tebboune. Elles sont plus ou moins folles, on va dire. Mais bon, tant qu'on n'a pas quelque chose de concret, parce que malheureusement nous n'avons pas une tradition de communication institutionnelle, c'est la faillite du régime depuis 1962. Ils ne communiquent jamais parce qu'ils ne se sentent pas obligés, contraints de communiquer à un peuple réduit à l'état végétatif. Les responsables n'ont pas de compte à rendre au peuple parce que ce n'est pas le peuple qui les a choisis précisément. Donc il y a cette rupture qui dure depuis l'indépendance du pays. Il y a d'un côté le peuple et de l'autre côté des responsables qui n'ont de compte à rendre qu'à ceux qui les ont placés là où ils sont. Donc, ce que je constate, les faits, c'est que 22 jours, Tebboune n'est pas là, alors que lui-même, à l'aéroport... Mais 22 jours ajoutés à la première période. Absolument. Il a largement dépassé le record Bouteflika. Ça nous fait pratiquement 4 mois. 4 mois, et symboliquement, il n'avait pas assisté à son référendum, on va dire, le référendum constitutionnel qui était censé le légitimer, parce qu'il était mal élu précisément, pour revenir à ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'était un peu comme la concorde civile, le référendum sur la concorde civile de Bouteflika en 1999, mal élu, seul contre les 6 qui s'étaient retirés. Donc il a été contraint, avec bien sûr les autres décideurs, d'organiser un référendum sur la concorde civile qui avait servi malheureusement à le légitimer, entre guillemets. Légitimer pas aux yeux du peuple, mais bon, Al-Mohim, c'était pour lui. Il lui fallait une fête, il a eu sa fête. Mais Tebboune n'a pas eu sa fête. Non seulement il était tombé malade 3 jours avant le référendum, mais en plus le score a été incroyablement bas. C'est la première fois depuis l'indépendance qu'on annonce un chiffre aussi réduit, à tel point que le président de l'autorité de surveillance des élections, je ne sais pas comment elle s'appelle, Lani Sharfi, il a dit que grâce à nous avons, mais bon, on va juste lui dire c'est pas grâce à toi, c'est parce qu'on a décidé que ce soit ainsi, point barre. Donc il est clair politiquement que Abdelmadjid Tebboune aujourd'hui, selon moi, c'est un homme seul, absolument seul. Oui, mais Hassan, puisque vous êtes dans le sujet de M. Tebboune, nous allons y rester et nous reviendrons à la propagande après. Comment expliquez-vous que ce régime, alors qu'il est en débâcle total, qui n'est plus organisé, qu'il est composé de clans qui sont en train de s'entre-déchirer, qui sont dans la vacance la plus totale en matière des affaires publiques, je ne parle pas des serviteurs de l'État qui sont en train de faire en sorte que cet État ne s'effondre pas, qui continuent de gérer le pays aussi bien qu'ils le peuvent. Mais sinon, sur un plan politique, c'est la débâcle la plus totale.
Et comment se fait-il que la société algérienne puisse arriver à accepter ce genre de situation? Un État où il n'y a pas de président, un État où l'armée, les activités de l'armée sont tellement intenses que ça prend tous les jours quelque chose comme 60 à 70% du journal télévisé, une navigation à vue, une crise économique qui commence à faire des ravages dans les catégories sociales les plus démunies. Et dans tout ça, il continue à nous parler de normalité, de le président va bientôt revenir, c'est rien, ne faites pas attention aux gens qui propagent des rumeurs, ce n'est pas vrai, tout va bien. Comment expliquez-vous qu'ils aient réussi ainsi à anesthésier toute une société? Et je ne parle pas de l'opposition hein, ou de la pseudo-opposition. Il serait peut-être naïf de croire que le peuple est anesthésié. Moi, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. J'en veux pour preuve ces manifestations qu'il y a eu ces derniers jours. Tidjel, pendant 3 jours, c'était des nuits carrément d'émeutes à Tidjel. Et vous avez vu les supporters du Mouloudia, ils ont quand même envahi, symboliquement saccagé le siège de la première entreprise publique, le tube digestif du régime, la Sonatrach. Pour moi, symboliquement, c'est un crime de lèse-majesté. Vous ne pensez pas que ce soit un coup tordu, oui, Sonatrach? Je peux le penser. Oui, bien sûr, mais absolument. C'est pour ça que je dis qu'il se passe beaucoup de choses. Tout à l'heure, je disais que Tebboune est actuellement un homme seul. Moi, je pense que tous ses appuis, parce qu'il faut peut-être le rappeler, c'est Gaïd qui l'avait placé. C'est Gaïd qui l'avait placé, et ses hommes, et les hommes de Gaïd. Bon, Gaïd est mort, et ceux qui l'ont laissé, ils sont tous en prison, quasiment en prison. Il reste quelques-uns dans les rouages de l'État. Il ne faut pas croire qu'ils ont été complètement mis hors d'état de nuire. Il y a des gens encore dans des centres, peut-être pas premier plan de décision, mais quand même, ils restent quand même actifs. Donc ils essaient eux aussi de jouer les prolongations et pourquoi pas éventuellement attendre que le vent tourne dans la bonne direction. Mais en face, il y a les anciens qui reprennent les postes des autres clans qui reprend possession des lieux. Et je pense que Tebboune n'est pas forcément l'homme parfait, on va dire, pour la nouvelle équipe. Mais l'a-t-il seulement été il a été désigné par Gaïd Saleh, il est sorti d'une casquette, il a été imposé aux Algériens dans un climat de boycott électoral jamais observé en Algérie. Il lui-même déclare publiquement que l'armée est au-dessus de l'État. A-t-il jamais été un quelconque chef d'État quelque part, M. Tebboune? Il y a Jamal Tebboune, dans ses rêves les plus faux, il ne s'était jamais imaginé président de la République algérienne. Le maximum qu'il a pu avoir, c'était Premier ministre en 2017. Et on connaît la République de Bouteflika. Maintenant, on l'a dénoncé en son temps, mais bon, maintenant que c'est la mode, c'est tout le monde qui parle de Aïssaba, on va dire nous aussi la Aïssaba. Mais bon, sous Bouteflika, n'importe qui pouvait être ministre, n'importe qui pouvait. Oui. Bon, à tel point que Ali Haddad était devenu à un moment donné un patron du pays, quelque Absolument. part. Donc, voilà, Ammar Roul était ministre du Transport, que Ould Abbas était au FLN. À un moment donné, on a parlé de Ammar Roul comme futur candidat à la présidence en Algérie. C'est dire, Ammar Saïdani a été évoqué. Le nom d'Ammar Saïdani a été évoqué. Celui qui vit aujourd'hui sur les Hauts-de-Seine. Et restez avec nous, Hassan, je reviens à vous. Skandar Debbesh, vous vouliez dire quelque chose au sujet de Sonatrach, je crois? Ben oui, ça sent le coup tordu, même de loin. Cette affaire, oui, c'est signé quasiment. C'est absolument signé par le. C'est un coup tordu des services. Coup tordu des services, pour les nommer, c'est le DRS qui est derrière tout ça. Une manière de pervertir l'action du Hirak, de pervertir les manifestations du Hirak. Et en même temps, une guerre des clans. Ils ont fait la même chose à Tizi Ouzou contre Mellal, le président de la GSK. Et ils ont poussé un certain nombre de jeunes à aller manifester, contre Mellal, etc. C'est le même coup. Hassan, il y a quelque chose. Le DRS a toujours eu
eu barre sur les comités de supporters. On le sait, ça. Oui, oui. Parce qu'il sait que les stades peuvent devenir très dangereux. La meilleure preuve, Ah oui, c'est que les stades sont devenus la première force du Hirak. Oui, c'est clair. Les plus belles chansons du Hirak sont sorties des Tout stades. à fait, oui. Justement, le DRS a toujours eu barre sur les comités de supporters. Et donc, ils les utilisaient dans des règlements de compte ça, entre clans. Absolument. Mais là, il semble qu'ils aient perdu la main, puisque ces supporters sont devenus la première force du Hirak. Ben, de toute façon, ça a toujours été le cas dans l'histoire. C'est-à-dire, à force de tirer sur la corde, eh ben, ça finit vraiment par casser. Oui, ça casse et ça se retourne contre eux. C'est-à-dire la propagande, machin, etc. À la fin, les peuples, d'une façon générale, et le peuple algérien en particulier, parce que c'est de là qu'il s'agit, de ça qu'il s'agit. Eh ben, à force de propagande, la marmite explose. C'était trop. Oui, c'est-à-dire c'est trop gros pour que ça soit durable. C'est absolument trop gros. C'est des mensonges, c'est des contre-vérités, c'est des manipulations, c'est des coups bas. On voit qu'ils utilisent vraiment... Ils sont vraiment à bout de ressources, quoi. Voilà, ils font feu de tout bois. Ce qui fait que, en fait, c'est des gens tellement narcissiques, tellement égocentriques. Et tellement incompétents aussi. Égocrates, qui ne voient pas leurs propres erreurs, et qu'ils s'imaginent que tout ce qu'ils font, ça réussit, Parce ça que marche. jusque-là, ça leur a toujours réussi. Pas toujours, même au plus fort, justement, de ce qu'on croit être leur réussite. Il y a toujours eu des pans entiers de la société qui ne croyaient pas, qui sont révoltés d'une façon directe ou indirecte, d'une façon visible ou invisible. Et nous allons revenir sur ça, justement, au sujet de la propagande de ces deux leviers. Mais avant d'y aller, Tebboune, vous pensez que, si tant est que ces rumeurs de dégradation de son état de santé se confirment, vous pensez que ça pourrait compliquer les choses, ou allons-nous aller tout simplement vers d'autres présidentielles anticipées? Personnellement, je crois que nous allons vers un Bouteflika 2. Ça, c'est mon avis. Hein. Oui, mais si son état se dégrade, s'il n'est plus capable... Justement, à plus forte raison, si son état se dégrade. De toute façon, il se dégrade. Dès lors qu'il est pendant 4 mois à l'étranger, dans un hôpital étranger... Ça veut dire qu'il y a raison. Parce que maintenant, si on croit les rumeurs, on lui aurait coupé la jambe, etc. Peu importe. Peu importe, donc ce sont les effets d'un coma. Quand vous dites un Bouteflika bis, ça veut dire qu'on va l'utiliser... comme on a utilisé Bouteflika, un fauteuil roulant et d'autres gens qui règnent à sa place. Complètement hébétés, etc. Nous y allons allègrement. Je me demande maintenant, je commence à croire que c'est peut-être pas la vérité, peut-être que je me trompe, mais je commence à croire qu'ils ont besoin d'un légume au pouvoir. Que les états-majors du véritable pouvoir ont besoin d'un légume comme vitrine. Mais ils n'ont pas fait en sorte qu'il tombe malade quand même. Ils ne lui ont pas inoculé le Covid. Pas, mais ils l'ont bien choisi. Peut-être qu'ils l'ont choisi, voilà. Ils l'ont choisi en fonction de son état délabré. Mais vous savez, son délabrement. Ce que j'aimerais dire, si Jamal, oui. Tout à l'heure, notre ami Hiresh a bien fait de parler justement des supporters contre son attaque. Il y a un autre coup tordu qui est en train de se jouer par le DRS, mais alors véritablement tordu, qui prend les contours d'un cadeau empoisonné. C'est la statue qui a été érigée à Tizi Ouzou. Et j'aimerais bien, de Chechner Ier ou je ne sais qui, et j'aimerais bien mettre en garde mes frères kabyles contre cette opération, parce que ça peut être l'objet d'une manipulation des plus horribles, parce que qui dit que demain, le DRS ne va pas exploiter, s'il ne l'a pas fait justement à ce dessin-là, il ne va pas exploiter la chose pour créer un conflit, c'est-à-dire faire détruire cette soi-disant statue ou la faire exploser et accuser de soi-disant islamistes et créer un conflit à partir de là. Je m'excuse. Mais nous n'allons pas nous attarder sur le sujet. Hein. S'il y a une chose depuis des années et des années, depuis peut-être 1985, la création de la Ligue algérienne des droits de l'homme de Ali Yahya, s'il y a une chose que la volonté populaire a imposée, c'est cette statue de Chechner.
Et justement, elle a été imposée parce que ça va à l'encontre de la propagande du pouvoir, à l'encontre de l'histoire travestie du pouvoir, à l'encontre des, comment dire, des hommes, comment dire, mis en avant par le pouvoir, de l'histoire mise par le pouvoir, etc. Cette statue-là, elle a été mise là contre le pouvoir algérien. Et je crois vraiment qu'ils l'ont eu là, vraiment dans... Et nous allons passer dans ce sujet parce que ce n'est vraiment pas dans l'ordre du jour. Oui, absolument. Alors, Hassan, la propagande, Oui. ce qu'ils sont en train de faire, c'est très dangereux. Y compris pour eux-mêmes, ça pourrait se retourner gravement contre eux, en ce sens que ça pourrait précipiter le pays. Déjà que la crise économique déboule, qu'elle commence à avoir des effets désastreux sur la vie des Algériens. Si en plus, il y a cette propagande d'agitation des peurs au niveau des frontières du Mali, de la Libye, du Maroc, de cette omniprésence des chefs de l'armée dans le journal télévisé, des manœuvres militaires, de cet ennemi extérieur qu'on nous désigne, qui est le Maroc, de cet ennemi intérieur qu'on nous désigne comme étant celui du Hirak, après l'avoir traité de Hirak al-Mubarak, oui, rappelez-vous. Oui, et oui. Est-ce que tout cela ne pourrait pas se révéler très dangereux pour la suite des événements? Il est évident que tous ces ingrédients sont faits, sont mis en avant pour faire peur aux Algériens, oui. Pour dire attention, c'est nous les sauveurs. Et vous êtes les victimes. Vous êtes les victimes de ce qui se passe aux frontières, vous êtes les victimes de l'opposition, vous êtes les victimes de la main étrangère, vous êtes les victimes en tous sens. Et donc nous sommes là, nous, état-major de l'armée, avec nos forces, avec nos blindés, nos missiles, les machins, ne vous inquiétez pas. On est là pour faire face à l'adversité, mais pour faire face à l'adversité, il faut évidemment arrêter de manifester dans la rue, arrêter de critiquer le pouvoir, arrêter de revendiquer la démocratie. Taisez-vous. Voilà, arrêter de remettre en scène le Hirak, etc. Donc, vous savez, c'est comment dire, même en psychologie, le pervers narcissique, il commence d'abord par séduire sa victime. Il commence par lui dire, voilà, attention, tu es le meilleur, Hirak Mubarak, ça fait partie, le peuple algérien est glorifié, etc. Et que après, évidemment, il passe à l'acte de la perversion. C'est-à-dire ce qu'on a vu là, avec la torture de Karim Tabou, la torture de Rachid Nekaz, la torture de Nikish Walid, etc. Absolument. Pour donner exemple, pour dire voilà ce que nous sommes capables de vous faire, de vous infliger. Toutes les tortures dont tu parlais, Skander, qui sont des méthodes d'intimidation, des méthodes pour dire si vous continuez à vous révolter, voilà ce qui peut vous arriver. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, M. Benchenouf. C'est-à-dire que tout ce qui est fait là, non seulement peut se retourner contre eux, mais va se retourner contre eux. Et nous avons vu comment le 5e mandat, ils ont glorifié Bouteflika, c'est un prophète, c'est le seul qui peut se sauver l'Algérie, et donc il faut qu'il fasse un 5e mandat, etc., etc. Et toute cette propagande-là, nous avons vu comment elle s'est retournée contre eux. Tout a basculé, le peuple algérien dit basta, ça suffit, khlas. Nous voulons maintenant l'istiqlal, nous voulons l'indépendance du pays, de la société. Parce que si le pays a été libéré en 1962, la société a été immédiatement assujettie. Et donc maintenant, les Algériens, jeunes et moins jeunes, demandent la libération du peuple algérien. Et nous sommes dans cette phase-là. Et je crois, comme disait Hassan Mouali tout à l'heure, qu'il se passe énormément de choses en ce moment. Il y a eu des révoltes à Ouargla, il y a eu des révoltes du côté de Vgaïet, il y a eu des révoltes un peu partout à l'intérieur du pays. À Djidjel, effectivement. Au Sahara, Ouargla. Oui, un peu partout, presque dans la majorité des wilayas qui s'étaient soulevés parmi les premières, justement, pour le Hirak. Mais avec une couverture médiatique nulle.
Aucune couverture médiatique. Aucune. Mais Nous, justement, on ne peut pas. nous sommes On là est justement interdit de pour en couvrir parler, là-bas. monsieur Michel. Et la presse qui est là-bas. Non, il y a quand même les Nous allons réseaux demander à sociaux. Hassan. Il y a les réseaux sociaux. Oui, il y a mais des- justement, l'absence de couverture médiatique, c'est justement ce qui fait qu'au moment du 5e mandat, quand il préparait le 5e mandat, c'est là que le pouvoir a été. On a l'impression qu'il a été complètement surpris par le Hirak. On aurait dit qu'ils s'y attendaient pas. Personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait. Personne s'y attendait. Non, mais ils étaient en pleine, je crois, en pleine divagation dans le syndrome Ils s'y croyaient. dans le syndrome de Caligula, c'est-à-dire vraiment le syndrome de Caligula. Qu'est-ce que c'est le syndrome de Caligula? Vous savez, Caligula, c'est un empereur romain Oui, qui s'est oui, pris oui. pour un dieu. Et qui avait annexé... Qui avait justement, assassiné un peu tout le monde, je crois, tout le même monde, sa oui. mère. Et il avait ouais. annexé justement le temple de Castor et Pollux, Ouais. qu'il avait fait annexer à son palais impérial. Et donc, il avait fait main basse sur la religion en se proclamant comme étant Dieu sur terre. Oui. Mais vraiment, il était parti dans son délire, dans un véritable délire. Et là, on se rappelle des réunions, des grandes assemblées où quelqu'un disait que Bouteflika était l'envoyé de Dieu. C'est ça. Oui. Ils l'ont dit Le ministre, je crois, des Moudjahidines, il me semble. des Moudjahidines ou là. Et Ou même ou non, Ammar des Ghol, affaires je religieuses. je crois. Ammar Ghol aussi. Et même Ammar Ah oui, Ghol, ouais. on a vu Ammar Ghol assis sur une sorte de trône avec C'est ça. l'Abaya. Avec un burnou. طلع البدر Et les gens علينا. qui chantaient Tala al-Badr alayna. Alors, Hassan Mouali, d'abord, je vais essayer de vous lire de temps en temps des commentaires sur l'annonce de l'émission sur Facebook. Alors, Saïd Ait Ammar ou Ali, sous un régime totalitaire, point d'information, il n'y a que la propagande, que de la propagande qui fait l'éloge des imposteurs. Hassan, sur cette Par rapport aux propagande. médias, la propagande de Jamal depuis maintenant une année et demie que ça dure, vous savez très bien que nous avons des boutiques médiatiques et non pas des chaînes de télévision ou des journaux. C'est des journaux qui pètent la mamelle de la mer, on leur sert de la publicité, 1 ou 2 pages de publicité pour amener la chanson quotidienne du régime, mis à part 1 ou 2 journaux qui essaient de faire correctement leur travail dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, de ce point de vue-là, le régime, il est fidèle à sa démarche. Moi, je Mais voulais juste revenir Hassan, pardon de vous Oui. interrompre. Hassan, mais c'est qu'ils ont atteint des niveaux à peine imaginables. Quand vous voyez un journal comme Choroqa, pour ne pas le citer, qui fait un article à la une en grosse manchette sur l'appartenance de Walid au MAC, qui justifie donc la torture qu'il a subie, le viol qu'il a subi, c'est à peine imaginable, quoi. Ouais. C'est le journal de la démocrate, entre guillemets. Absolument. Qui a fait la même chose. Démentiel. Mais à vrai dire, c'est pas nouveau. Hein. Nahar, dans le temps, faisait pire que ça. Mais ils n'ont jamais risqué quoi que ce soit. Donc, aussi bien avec l'ancien régime que le nouveau régime, c'est la même chose. Aujourd'hui, j'ai avoué qu'il a été violé, tout simplement. Normalement, la moindre des choses. Personnellement, je m'attendais à ce que, au minimum, au pire, une information judiciaire allait être ouverte séance tenante. Au mieux que le ministre de la Justice démissionne complètement parce que c'est un scandale. Oui. Qu'un jeune étudiant de 23 ans, même s'il n'était pas étudiant, un jeune Algérien qui a tous ses droits, arrêter. Ok, il n'y a pas de problème, on peut l'arrêter pour n'importe quel motif, mais quand le maltraite est là, plus grave encore, quand le viole, je suis désolé, mais c'est un immense scandale. Et comme si de rien n'était, ça me rappelle un petit peu les 701 kilos de cocaïne. Où est-ce qu'ils sont les 701 kilos de cocaïne? Vous faites bien d'en parler. Les journaux parlent de la cocaïne. Est-ce que les journaux s'interrogent où est le procès de la cocaïne? Voilà, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Les médias algériens font du fast-food médiatique. On leur sert l'information du jour. Abdelmajid Tebboune a reçu un message de son homologue du Djibouti et ça passe en boucle. Mais une information importante ne passe pas. Qu'il y ait des Tchadjiens qui manifestent chaque soir, ça ne passe pas. Il ne se passe rien. Heureusement qu'il y a Facebook, qu'il y a les réseaux sociaux.
Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, que Tebboune me semble actuellement un homme seul, moi je crois que tout ce qui se passe ces derniers jours avec le mouvement de Foula Tidjel, l'incursion dans le siège de Salah Brak, Hassan Haraj disait tout à l'heure que ça a été fomenté. Je le pense aussi, d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'on crée les conditions d'un empêchement, tout simplement. Et d'un empêchement qui serait motivé par des considérations de santé, c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle on ne peut plus gouverner parce que son état de santé se serait dégradé. Il faut comme ça brusquement. On prépare on a des petites mèches comme ça. Nous avons l'habitude avec ce pouvoir. Ou alors, numéro 2, c'est que son état de santé ne c'est pas forcément des. Il s'accroche à son poste, il a quelques amis encore, on veut le déstabiliser, on veut lui créer des contre-feux pour le contraindre à renoncer, parce que, visiblement, cette nouvelle Algérie a du mal à prendre. Ça n'emballe plus grand monde, les résultats de la Constitution, on reparle du Hirak, et là, 22 février, tout concorde aujourd'hui, on est à 15 jours pratiquement. On va en parler dans le dernier point. Hassan, c'est juste, je finis oui. mon raisonnement, s'il te plaît. Oui. Alors, le Hirak, contrairement à peut-être ce que pensent les amis sur le plateau, je suis à peu près certain que il y en a qui poussent vers le Hirak du 22. Peut-être ça va aider à hâter la décision d'empêchement. Eh bien justement, nous allons en parler dans le dernier point, mais avant, Hassan, tout à l'heure, quand vous avez dit que la société semble être paralysée, anesthésiée par toute cette propagande, par toute cette manipulation, vous m'avez dit non, que la société et la société civile ne sont pas aussi paralysées que ça. Pourtant, dans cette affaire de cocaïne que vous venez d'évoquer, c'est un scandale sans précédent, au point où le principal accusé, Kamel Chiri, dit le boucher, a été approché pour blanchir le fils du président Tebboune, qui était l'un des principaux accusés aussi, qui a donc été relâché de prison, acquitté, et Kamel El Bouchi, qui a vu sa peine réduite vraiment à un minima, et rien n'a bougé. Alors qu'un scandale pareil aurait dû faire sortir tout le monde dans la rue et toute la société civile dans les colonnes des journaux. Mais ça n'a pas été le cas. Mais dans tous les pays du monde, ce sont les contre-pouvoirs. Il y a des mecs qui font ce travail. Les contre-pouvoirs, ce sont les médias, la justice, les partis politiques. Or, ces trois pôles, malheureusement, vous avez les médias, ils sont embrigadés définitivement. Vous avez les partis politiques qui, à part 2 ou 3 et encore, ils ne mobilisent pas, ils ne sortent pas dans la rue, mais le peuple il a besoin de guides, je suis désolé. Ce qu'on appelle abusivement la société civile en Algérie, c'est un cheptel d'associations nourries aux subventions de l'État qui sont là pour faire la claque aux gens, aux maîtres du moment, tout simplement. Comme c'est bien dit, un cheptel d'associations pour faire la claque. Un cheptel, malheureusement, il n'y a pas de quoi être fier des associations qui se disent soi-disant académie de la société civile. C'est du grand n'importe quoi. L'Algérie mérite largement mieux que ces lascars qui s'amènent devant les caméras de des télévisions publiques. Et ils vont à Tindouf, ils vont, je ne sais pas, dans les 4 coins du pays, avec les moyens de l'État, bien sûr. Mais qui peut les croire? Les Algériens ne les croient pas, les vrais Algériens, le peuple d'en bas, moi j'aime beaucoup cette expression, le peuple d'en bas, mais il y a un fossé énorme entre le peuple d'en bas et ceux d'en haut qui gouvernent. Maintenant, il faut impérativement établir des passerelles, il faut redonner la parole au peuple. Alors, dernier tour de micro sur la reprise du Hirak, Iskandar Debech, dont Hassan nous dit qu'il y aurait peut-être même certains cercles, y compris au sein du pouvoir, qui vont peut-être aider à la reprise du Hirak, parce que ça les arrangerait, en ce sens que cela pourrait accélérer l'évacuation de Tebboune. Il y aura une reprise du Hirak. De toute façon, moi, je ne pense pas que le pouvoir soit là pour pousser le peuple à sortir dans la rue. Pas le pouvoir, peut-être des partis parmi le pouvoir.
J'y crois même pas. Personnellement, c'est mon avis personnel. Hein. D'accord. Donc, Oui, bien sûr. Personnellement, j'y crois pas. Mais ce que je sais, c'est que, par contre, c'est que le peuple algérien est condamné à ressortir et réclamer ses droits, réclamer le départ de toute cette bande de gangsters qui seront au pouvoir. Parce que nous n'avons plus d'État. Il n'y a plus d'État en Algérie. Si on parle de la définition que l'État est l'expression écrite de la société, il est pour écrire quoi de la société? Il y a une dissonance totale entre la société et la gouvernance. Surtout depuis qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de rente. Voilà, surtout qu'il n'y a plus d'argent, l'État n'a plus, le pouvoir n'a plus les moyens de ses prétentions. Et voilà, il n'a plus rien à offrir. Il n'a rien à offrir. Il est là, la gouvernance n'est pas là pour se projeter dans l'avenir ou projeter, c'est-à-dire dans le peuple. Non, la gouvernance est là pour assurer son impunité. C'est tout. Assurer son impunité. Mais pourquoi ils ne partent pas et qu'ils ne font pas en sorte que ça se passe bien, une transition tranquille, où ils pourraient négocier leur propre départ? Mais c'est ce qu'on leur a toujours proposé. Ils ne veulent pas. On leur a toujours proposé. Ils ne veulent pas alors que la situation est plus mal. C'est de négocier leur départ. Laisser le peuple algérien vivre. Négocier leur départ. Hassan Hirj, le Hirak, vous pensez que ça va repartir comme le pensent beaucoup de gens? Moi, je suis absolument convaincu que ça va repartir avec une force décuplée, pour la simple raison qu'il n'y a aucun problème de résolu. Non seulement aucun problème de résolu, mais les problèmes se sont intensifiés. L'espace problème, aujourd'hui, a été maintenant complètement dénudé. L'espace problème, c'est le pouvoir, c'est le système algérien, c'est l'état-major, c'est le DRS, qui est devenu DSS, mais peu importe, le DRS. C'est toutes les ramifications du pouvoir, etc. Et en plus, je vais vous dire ce que je pense, M. Benchenouf, par rapport à votre question à notre ami Skandar, c'est que le pouvoir, même les clans, sont passés à une autre méthode. Ils savent que manipuler le peuple, ça se retourne toujours contre eux. On l'a vu en Kabylie. Ils ont essayé de manipuler la Kabylie, etc., de la faire soulever. Elle s'est toujours retournée contre eux. À chaque fois qu'ils ont essayé de manipuler, ça s'est retourné contre eux. Et donc, après, c'est pour ça qu'ils ont utilisé la justice. Ils ont utilisé la justice militaire, ils ont utilisé la justice civile. Et c'est avec ça qu'ils se sont éliminés les uns les autres. Ils se sont jetés en pâture. Ils se sont menacés les uns les autres. Donc, ils continuent de toute façon à se battre avec ces outils-là. Est-ce que vous ne pensez pas que le Hirak de cette fois-ci, si tant est qu'il reprend, qu'il puisse basculer de la revendication purement politique à celle beaucoup plus large socio-économique? C'est tout à fait plausible, pour la simple et bonne raison que depuis 1 an et demi, déjà il y avait une crise économique aiguë, parce qu'il y avait la gabegie, parce qu'on a mal géré, parce que c'est un pouvoir qui n'a aucune vision, parce que le chômage augmentait de plus en plus, le prix du pétrole a chuté, parce qu'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a rien. Et donc, en plus de ça, il y a eu la pandémie, et donc qui a aggravé vraiment la situation. Et donc, on en est, M. Benchenouf, à 4-5 millions de pauvres en plus. Et donc, il n'est pas du tout exclu que ce qui s'est passé en Tunisie... 4 à 5 millions, c'est 10% de la population. Et oui, ce qui s'est passé en Tunisie, justement, où la démocratie naissante, et encore c'était une démocratie, elle n'a pas résolu le problème que le peuple tunisien voulait résoudre, et notamment, justement, les problèmes économiques. Alors, en Algérie, on n'a pas résolu les problèmes économiques et on n'a pas résolu les problèmes de démocratie. Et on n'a pas écouté les Algériens. On leur a dit, écoutez, oui, Hirak Moubarak, etc., mais restez à votre place, rentrez chez vous, etc. Donc, ce 22 février, effectivement, risque d'être un moment d'explosion. Je ne le souhaite pas, évidemment. J'espère que les Algériens vont garder la tête froide et vont continuer à sortir dans la rue d'une façon pacifique.
Mais en tant qu'analyste, à la question que vous posez, malheureusement, il y a eu vraiment la pauvreté qui s'est amplifiée, qui s'est agrandie. Tous les secteurs ont été atteints. Je veux dire, même la classe moyenne aujourd'hui, c'est une partie de cette classe moyenne a été appauvrie. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, Jamal. Est-ce que vous ne croyez pas que à travers le cas de Walid Naqesh, Oui. est-ce que le pouvoir ne cherche pas à embraser la Kabylie? Souvenez-vous de l'affaire Nassini Sagarmah, qui a été carrément assassiné dans une brigade Surtout de gendarmerie. après l'article de Chourouk. Non, très franchement, Ouais, je pense que ça fait partie des méthodes du pouvoir. Oui. Et que ce que Walid Naqesh a eu le courage Oui. de dévoiler, Oui. a eu le courage, et je le salue, et le peuple algérien le salue, et parce qu'il va nous libérer de ce genre d'humiliation. Et il va être valeur d'exemple. Donc, Absolument. moi, je pense que ce n'est pas un cas isolé, Walid Naqesh, c'est une méthode qui est utilisée dans toutes les prisons, dans toutes les wilayas, sur tous les Algériens. Mais les gens ne Et parlent pas. Et on a vu comment Rachid Nekaz a été traîné, a été menotté pendant 800 km, jeté dans une benne. Alors qu'il est malade. Oui, dans une benne. Et c'est un homme politique. C'est un homme d'État, Rachid Nekaz. Il représente une bonne partie de la population algérienne. À celui-ci, on a déjà comment dire, on l'a torturé, on l'a humilié, etc. Alors les petits Algériens comme Walid Naqesh, que je salue, et je pense qu'il y a des dizaines, voire des centaines comme lui, Qui vont peut-être avoir le courage, eux Ils vont aussi, peut-être avoir le courage d'aller dénoncer voilà. les exactions du pouvoir. Et puis qu'ils essayent de manipuler la Kabylie. Moi, je veux bien qu'ils essayent, parce que je sais quelle sera la réponse du peuple. Et nous allons donner le mot de la fin à Hassan Mouali sur cette question du Hirak. Hassan, de sa reprise éventuelle, peut-être de son basculement de la revendication purement politique à celle socio-économique, du pacifisme peut-être à des mouvements un peu moins pacifiques. Hassan? Alors, par rapport aux manifestations à caractère social, on va dire, Jamal, elles ont commencé, même si les chaînes de télévision privées, on sans doute, ne rapportent pas ce qui se passe dans les villes. Il y a des bataillons et des bataillons de chômeurs dans le sillage de la crise du Covid. Il y a eu des licenciements, il y a eu des centaines de fermetures d'usines, de petites entreprises et tout ça. Donc, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup des milliers d'Algériens qui se retrouvent du jour au lendemain sans emploi, à devoir faire vivre leur petite famille. Et il n'y a plus de perspective, l'économie est quasiment en panne. Ce sont autant j'allais dire entre guillemets, de carburant, ils vont servir de combustible au Hirak. Le Hirak est un mouvement essentiellement politique. On est d'accord là-dessus. Son objectif, c'est de changer le système, c'est de construire une nouvelle Algérie plus égalitaire, libre et heureuse, où la parole sera redonnée au peuple. Mais là, la majorité est silencieuse. Ceux qui ne sont pas forcément Hirak, qui ne se sont pas forcément engagés dans le Hirak, même s'ils ne sont pas contre le Hirak, là, ils se retrouvent dans une situation sociale extrêmement précaire. Ils sont bien obligés, poussés par leurs nouvelles conditions, de s'engager à faire des manifestations de rue, donc à fusionner avec le Hirak. Et le Hirak, il est là, c'est un mouvement politique qui a vocation à transformer le rejet exprimé par ces travailleurs qui font de grève en projet politique. C'est ça un peu donc il n'y a pas de contradiction, bien au contraire. Le Hirak est là pour absorber cette contestation sociale et la transformer en projet politique alternatif et apporter du grain à moudre au Hirak, et ça va forcément servir de contrepoids contre le pouvoir qu'il faut absolument des choses. Maintenant, moi, personnellement, je souhaite à ce que les choses ne dérapent pas, parce que notre pays n'a pas besoin de ça. Après tout, c'est notre pays.
Nous qui vivons ici, nous savons très bien que la situation, on n'a pas l'impression qu'il y a un pilote dans l'avion. C'est un peu la sensation que nous avons quand on est en Algérie. Nous n'arrivons même pas à gérer des clubs de football. Alors là, tout un pays, tout un gouvernement, Sputnik, le Covid, quand on pousse des you-you et des you-you pour avoir reçu 50 doses de vaccins, c'est lamentable. L'Algérie a nettement besoin. Nous sommes un grand pays, encore une fois. Donc, il y a une incompétence à tous les États. Il faut absolument que ça change. Même les gens qui nous gouvernent savent pertinemment qu'ils ne peuvent plus continuer. Vivement que ça change. Mais nous souhaiterions à ce qu'il n'y ait pas de dérapage. J'espère qu'il va y avoir des gens qui ont encore de l'amour pour ce pays. Et prend en sorte que les choses ne sortent pas du cadre contestataire, légal. Voilà. Merci Hassan. Je voulais juste 30 secondes. Hein. Oui, la propagande, elle est contre-révolutionnaire, c'est contre le Hirak. Donc je pense que le Hirak maintenant se rend compte que tout était fait contre ce mouvement-là, contre cette révolution-là, contre la sortie de crise grâce à ce Hirak. Moi, je pense que le DRS pousse effectivement à vouloir des chefs, à vouloir l'organiser, etc., pour que ce ne soit pas la force sociocratique qu'elle est. Donc, c'est de ça qu'il faut se méfier. Alors, il faut que le Hirak continue d'être ce qu'il est. Très bien. Une force populaire. Un mot, Iskandar. Ce que je voudrais dire surtout, c'est en partant de l'affaire de Walid Nakish, d'abord ce qui s'est passé, et ce qu'a dénoncé Walid Nakish, et ce qu'il a eu le courage de dénoncer, c'est quelque chose d'une extrême gravité, qu'il est temps de réunir toutes ces affaires, celles de Rachid Nekaz, Walid Nakish, Tamalt, Kamaldin Fakhar, etc., et de déposer une plainte pour crime contre l'humanité. Merci. Merci Iskandar Debbache. Merci Hassan Hirish. Merci Hassan Mouali. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Nous le savons très bien. Personne ne l'ignore. Je suis tenté de dire les deux béquilles de ce régime sont la propagande et l'imposture. Il ne repose que sur ça, et ce n'est qu'avec ça qu'il croit avancer, alors qu'on ne peut pas avancer avec de telles béquilles. Merci beaucoup.